une poétique caribéenne c'est une formule que nous pouvons utiliser à condition que nous puissions montrer que d'un bout à l'autre de cet espace littéraire, de cet espace culturel, il y a des éléments invariants qui font que, dans l'ordre de la création poétique, par exemple, la création poétique des poètes anglophones, des poètes hispanophones, des poètes néerlandophones ou créolophones, sont des créations qui comportent un certain nombre de traits invariants, un certain nombre de traits récurrents, non seulement au plan de la forme, mais encore au plan du contenu, mais encore au plan de l'expressivité. Au plan thématique, bien évidemment. Au plan thématique, si l'on considère que tous les grands poètes de la Caraïbe, tous les grands poètes de la Caraïbe sont des poètes où l'emblème est la carte. L'emblème est la carte de la carte. Dans le cas de retour au pays natal, dans les recueils d'Édouard Glissant. La question de l'île est constamment posée et des essais de représentation de l'île dans un discours poétique dont les images sont nouvelles en cela que cette poétique-là est une poétique qui a pris conscience d'elle-même et qui n'est pas une répétition des codes, des normes esthétiques, des codes et des normes rhétoriques proposés par les grandes littératures qui servent de modèle aux écoles et courants poétiques de la Caraïbe. Il faut bien comprendre que la création littéraire dans les Caraïbes est une création littéraire qui est dotée d'une conscience de soi, mais une conscience de soi qui est une conscience de sa fragilité, une conscience qui est une conscience des obstacles qu'elle doit surmonter pour parvenir à exister en tant que discours autonome, en tant que discours spécifique, en tant que discours capable d'exprimer une des spécificités typiques dans l'ordre qui soit celui de l'universel, au plan, n'est-ce pas, de l'humain, au plan éthique, mais aussi dans l'ordre de l'universel esthétique. C'est pourquoi la poétique caribéenne n'a pu véritablement accéder à la conscience de soi qu'avec l'élaboration d'un certain nombre de théories poétiques, en particulier avec l'élaboration de la théorie de ce qui a été appelé le réalisme merveilleux. C'est une dénomination, une appellation critiquable, imparfaite, mais elle marque en tout cas un moment fondateur. Elle marque le point de départ d'une nouvelle ère, d'une conscience de soi et d'une capacité à réaliser des chefs-d'œuvre en procédant à des translations, à des transferts étonnants, transferts linguistiques. Autrement dit, dans cette poétique-là, la poétique, et Glissant insistait justement et très souvent là-dessus, cette poétique-là n'est pas une poétique de la langue, n'est pas une poétique de la langue, n'est pas une poétique du langage, c'est une poétique de la parole. Autrement dit, ce sont des poétiques non sémiotiques, qui sont des sémiotiques non linguistiques. Et c'est là que je rejoins ce qu'a dit monsieur tout à l'heure, c'est là que je rejoins volontiers la position d'Alejo Carpentier qui dit que ce qu'il y a de commun à toutes les poétiques caribéennes, à toutes les cultures caribéennes, c'est la musique. Or, qu'est-ce que c'est que la musique? C'est du langage non langagé, c'est du langage non linguistique. Donc, dans cette poétique-là, sont élaborées des figures de mots, des figures d'expression, des figures de pensée qui relèvent toutes du parti pris du refus de la sémiotique linguistique. Ce sont des sémiosiques non linguistiques, des sémiosiques pré-linguistiques, et le résultat est le même chez Aimé Césaire, francophone et créolophone, chez Luis Palés Matos, le portoricain, tum 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 tum,
chez Kamau Brathwaite, chez Manuel Rueda de Santo Domingo, chez Pedro Mir. Autrement dit, inventer non pas une nouvelle langue, la place est prise. Inventer non pas un nouveau langage, mais inventer un système de signification qui soit un système de signes, qui soit un système d'images, qui soit un système où la métaphore et la métonymie soient en correspondance avec les pratiques musicales qui ont été amenées par les Noirs, par les Noirs africains, parce que ce sont les Noirs africains qui constituent ce que j'appelle volontiers le facteur catalysis, le facteur catalytique. Il y a beaucoup d'apports hétérogènes, l'apport européen, l'apport amérindien, l'apport asiatique, on peut continuer la liste. Mais tous ces éléments-là parviennent à se fondre en une unité signifiante, en un signifiant autour justement de l'élément que constitue l'élément africain. Et j'ai été très heureux d'entendre Russell Banks, le très grand romancier américain, lors d'une conférence après chapitre, dans le cadre d'un congrès de l'Association des écrivains de la Caraïbe, dire que au point de départ, il y a Gorée. Au point de départ, il y a Gorée, et c'est à Gorée qu'a lieu la métamorphose d'Othello en Caliban. Et il faut bien évidemment, ici, dans cette poétique, faire toute sa place à Caliban. Entrer donc dans une dialectique du maître et de l'esclave, donner véritablement la possibilité au discours de Caliban d'être l'expression d'une nouvelle ère, d'une nouvelle donne, et dans un langage poétique où un certain nombre de stratégies empruntées aux stratégies de lutte lorsque l'esclave ne voulait pas se faire comprendre, ne voulait pas se faire entendre par le maître, il inventait des formes verbales, il inventait des figures de mots, il inventait tous ces truchements signalétiques, premièrement parce que les esclaves ne parlaient pas la même langue. Les Amérindiens eux-mêmes ne parlaient pas la même langue. Les Européens, les Français, prenons le cas des Antilles françaises, ne parlaient pas la même langue. Et le créole, avant d'être la langue de communication entre les colons français blancs et les colonisés esclaves africains, le créole a été un moyen de communication entre les Français qui venaient d'un ensemble hétérogène. Les Poitevins ne parlaient pas, dans ce moment initial que nous considérons, la langue n'est-ce pas? Le créole était utilisé comme moyen de communication avant même que dans cette communication-là, les esclaves africains n'en viennent à prendre toute leur place. Donc dans la poétique caribéenne, c'est quoi? Eh bien, c'est le rythme, c'est la cadence, c'est tout ce qui fait force de signifiance aux alentours, au détour de ce qui est véritablement le langage, parce qu'il faut bien évidemment passer par le langage, mais les métaphores, mais les métonymies, mais toutes les figures possibles et imaginables seront utilisées par les poètes, et les grands poètes se reconnaissent à leur capacité d'invention des figures, à leur puissance de musicalité. Et quelle musicalité? La musicalité du tambour, la cadence du tambour. Et ceci est également vrai. Ceci est également vrai pour Saint John Perse. Je vais essayer de trouver un étonnant passage de Saint John Perse. Tant pis, je ne l'ai pas sous les yeux, j'y reviendrai. Cette poétique, dirais-je, c'est une poétique de la parole en archipel. Une poétique de la parole en archipel. Cette formule, elle n'est pas d'un poète caribéen. Cette formule, elle est de René Char. La parole en archipel étant
comme s'en souvient très bien Cora Véron, La parole en archipel étant le titre d'un poème de René Char, mais un poème intitulé Nous avons, inséré dans la dernière section du recueil nommé Quitter. Ce poème est le poème où René Char dialogue avec Wilfredo Lam. Il dialogue avec Wilfredo Lam et les éléments qui sont mobilisés sont des éléments qui relèvent de cet art poétique, de cette esthétique immanente aux subjectivités de la Caraïbe, à savoir le réalisme merveilleux. La question étant posée de savoir il faut savoir quelle réponse donner à cette question par sa nature, par la poésie définie par sa nature, par son statut, par son objet, par sa fonction. Et Wilfredo Lam, bien évidemment, de ce dialogue, a su faire l'instrument d'une élaboration théorique du travail qui a été le sien dans l'orbite esthétique du réalisme merveilleux auquel il a été encouragé par la proximité postérieure, bien sûr, la proximité de ses rapports avec Lydia Cabrera, avec Fernando Ortiz, avec Alejo Carpentier. Car le réalisme merveilleux est l'instance esthétique d'un certain nombre de syncrétismes dont les modèles sont fournis par les syncrétismes religieux afro-caribéens, communs à toutes les Amériques noires, à toutes les Amériques ou insulaires ou continentales. L'organisation économique des sociétés a été l'organisation esclavagiste. Il y a un tableau de Wilfredo Lam qui s'intitule « À la santé du serpent », c'est-à-dire à la santé du dieu serpent. Et cette figure du dieu serpent est très fréquente chez Aimé Césaire. On connaît ce fameux passage « Soleil serpent, œil fascinant, mon œil, je sonde, moi le portefaix, je suis porte-racine, je siffle les choses très anciennes, des serpents de choses caverneuses. » Voilà qui rend compte des déterminations esthétiques, des déterminations de cette esthétique, des logiques par lesquelles poètes, artistes de la littérature ou peintres spécialistes des arts plastiques ont su élaborer des œuvres qui font de l'esthétique caribéenne une esthétique du multiple, une esthétique capable d'assurer des synthèses qui sont des synthèses non disjonctives. Ce sont des synthèses conjonctives, ce sont des synthèses alternatives, ce que l'on appelle le métissage, qui sont des œuvres, des esthétiques qui sont capables d'intégrer les apports d'où qu'ils viennent et dans l'authenticité d'une subjectivité qui trouve là son expression. Il y a à rattacher à l'organisation de ces logiques dans cette nouvelle esthétique, il y a à articuler à l'emblème culturel commun à tous ces poètes, commun à tous ces artistes, l'emblème culturel que continue la carte, le Gulf Stream, la mer Caraïbe, l'océan Atlantique, le Pacifique. Il faut rattacher à la carte, à l'emblème culturel caribéen, la carte. Il faut rattacher une figure
une figure d'irradiation, une figure qui pose dans un centre un foyer d'irradiation, et cette figure-là, c'est la figure de l'ellipse. Parce que l'arc des Antilles dit bien ce qu'il dit. L'arc des Antilles dessine un arc, dessine une ellipse. Et qu'est-ce que c'est qu'une ellipse? C'est un cheminement, n'est-ce pas? À partir d'un centre non représenté, c'est un cercle imparfait. Et donc, une forme qui s'ouvre à des multiplicités, qui permet des multiplications formelles, arithmétiques ou géométriques. Ces formes ellipsoïdales rendent possible la production d'un nombre infini de copies, et c'est ce qui caractérise plus particulièrement les peintres du réalisme merveilleux, appelons ainsi tous les peintres de nos Caraïbes, pas seulement les peintres haïtiens, pas seulement les peintres cubains, mais ailleurs, dans les Caraïbes anglophones, comme dans les Caraïbes lusophones. Je n'ai pas cité beaucoup le Brésil, mais le Brésil appartient, en tout cas, sur des bandes assez considérables, le Brésil appartient au monde caraïbe. Appartient au monde caraïbe. Donc, il y a un lien étroit, un lien qui rattache étroitement la configuration de la subjectivité caraïbe, dans ses multiplicités contradictoires, et l'esthétique générale, celle du réalisme merveilleux, qui, indépendamment de ses variations, indépendamment des finalités idéologiques que tel ou tel artiste, tel ou tel poète pourra assigner à son mode d'intervention, il y a donc un lien qui rattache les structures de la subjectivité aux structures de l'expression, aux structures de la signification, d'où l'importance, disais-je, de la musique, d'où l'importance de tous les modes signifiants non linguistiques, prélinguistiques ou post-linguistiques. Oui, bonsoir et merci en tout cas pour vos propos qui m'ont vraiment enrichi et émerveillé. La question que je voulais vous poser, je ne sais pas si c'est vraiment une question, c'est par rapport à ce problème que vous parlez de la nomination, est-ce qu'on peut faire justement un lien avec ces éléments de la poétique dont vous venez de traiter? Peut-on articuler les deux? Est-ce qu'il y a un impact de cette problématique de la nomination justement sur cette dynamique de la poétique de l'ensemble donc des poètes et écrivains de la Caraïbe et d'ailleurs? Oui, la nomination, la parole nominale, la parole de la nomination est la matière première d'un discours. La matière première d'un discours qui est un discours de réhabilitation, qui est un discours de rédemption, qui vise à retrouver l'état initial où le tout venant colonial ou le tout venant colonial a pu s'emparer du pouvoir adamique, du pouvoir de la nomination. Il s'agit en quelque sorte pour le poète, lui aussi, de revenir à ce moment premier où la capacité, ou la nécessité d'une nomination, la nécessité de retrouver un verbe, retrouver un verbe enfin doté des vertus dont il avait été dépossédé par le système colonial, dans lequel la langue, dans lequel le langage est l'instrument d'une aliénation, est l'instrument d'une dépossession. Épurer la langue, rendre, comme le disait déjà Mallarmé, rendre à la langue ses vertus, ses ressources, cet état premier où le langage redevient le verbum de la Genèse. Donc, il faut s'emparer de la langue pour la déconstruire. Il faut s'emparer de la langue, non pas pour la fétichiser, mais pour la déconstruire, pour revenir à un état subliminal, un état subliminal, où le mot
retrouve sous la plume ou dans la bouche du poète les vertus qui ne sont aujourd'hui détenues que par le fou ou que par l'enfance. Je reprends la proposition de Michel Foucault. Retrouver le langage, les vertus du langage, avant sa dégradation, avant sa démolition, avant qu'il ait été dénaturé par toutes les impuretés idéologiques, par cette espèce de surdité. Car ce que le poète veut réussir à faire, c'est de rendre audible ce qui n'avait pas été entendu. Et là, il y a un travail, il y a un travail de la parole. Il y a un travail de la parole, il y a un travail de la parole contre l'écriture, il y a un travail du langage contre la langue, il y a ces efforts qui seuls permettront d'établir une nouvelle articulation, un nouveau rapport entre le locuteur et son interlocuteur, où on puisse en quelque sorte enfin comprendre la cause de la névrose du colonisé, mais névrose du colonisé qui est très exactement la névrose de l'homme moderne. La névrose de l'homme moderne occidental, et l'on voit rejoint par là la question de l'universel. La question de l'universel. Comment la restitution de ces subjectivités typiques permettra le passage vers un autre universel, vers un universel qui ne soit plus le faux universel de la domination philosophique européenne, mais un vrai universel où il n'y aura plus opposition entre différence, entre identité et différence, où il n'y a plus comme loi la loi de la répétition. Parce que dans l'espace colonial, la loi sémantique, c'est la loi de la répétition. Les villes, le colonisé, on répète, sortir de la répétition. D'où l'utilisation par les poètes de toutes les formes qui sont des formes de disjonction. Trouver des césures, mais bien évidemment, la césure ne doit pas aller jusqu'à ce que la communication soit rompue. Il faut un usage de la métaphore, et c'est vraiment un espace métaphorique que l'espace caribéen, littéraire, poétique caribéen. Il faut que les métaphores ne soient plus des métaphores in presentia, qu'elles soient des métaphores in absentia, mais que le lien, comme je le disais, ne soit pas perdu, que soit inventé une nouvelle fraternité, une nouvelle communication, une nouvelle manière de se parler ensemble. C'est bien de cela qu'il s'agit. Cette critique de la langue, cette critique logocentrique, du modocentrisme linguistique, rejoint donc dans l'ordre du politique, dans l'ordre de la définition des rapports entre culture et civilisation, un ensemble d'interventions polémiques, d'interventions critiques qui ont accompagné, depuis le foyer polémique qu'a été les Caraïbes, avec la négritude par exemple, avec les problématiques culturelles que certains nombres d'auteurs ont pu utilement vulgariser. Voilà la logique d'ensemble, voilà les ensembles dont nous devons pouvoir faire l'assemblage de manière à ce que toutes les logiques se réarticulent les unes aux autres, que les oppositions soient dissoutes, que les antinomies soient annulées. Et quand on parle ordinairement du métissage, c'est de cela que l'on parle, sans bien évidemment spécifier les opérations philosophiques ou logiques qui permettent de rendre compte, d'expliquer et de justifier ce que l'on appelle le métissage. Est-ce que... Une dernière question peut-être ? Oui. Revenons sur la question de la musique. Est-ce que ce que dit Nietzsche dans La naissance de la tragédie, est-ce que c'est utile vis-à-vis de Carpentier et de sa théorie? C'est-à-dire,
Pour Nietzsche, la musique, c'est la plus profonde métaphysique. Et c'est d'elle que naît la tragédie, en Grèce ancienne. Et parallèlement, moi je suis frappé par cette citation de Carpentier que vous avez dite, reprise. Est-ce que... Alors, la musique est essentielle pour les poétiques caribéennes. Comment exactement, et quelle est cette musique? Qu'est-ce que c'est exactement que cette musique? Est-ce que c'est une douleur? Est-ce que c'est une profonde douleur? Quelle est-elle? C'est une extase. Je suis bien heureux que vous ayez cité Nietzsche et que vous ayez cité Carpentier. Parce que voici un point sur lequel il a mis l'accent à juste titre, une fois de plus. Carpentier dit que les esthétiques caribéennes, et de façon plus générale, les logiques caribéennes, sont des logiques où interviennent deux figures centrales. Figures qu'il qualifie de faustiennes. Deux figures faustiennes, le chaman amérindien et le Oungan noir. C'est le chaman et c'est le Oungan qui rendent possible, en fournissant les modèles, rendent possible l'assomption d'un langage, l'absorption de significations qui cheminent autrement par le langage, qui cheminent par un certain nombre de voix qui ne sont connues que du chaman, qui ne sont connues que du sorcier. Et le poème, c'est cet entremêlement, n'est-ce pas, du chant voisin et de la musique pure, et de la musique pure, comme si vous entendiez dans la nuit siffler un serpent. Et c'est très beau. J'ai entendu siffler des serpents, c'est très très doux, c'est très très peu. Et la poésie antillaise, c'est ça la poésie caribéenne. Et qui est Faust? Pourquoi Léo Carpentier dit que nous avons dans les Caraïbes deux figures faustiennes. C'est à partir de ces deux figures-là que nous allons pouvoir comprendre véritablement les visions du monde, les conceptions du monde et les logiques formelles. Deux figures faustiennes. Et qu'est-ce qu'il voulait Faust? Qu'est-ce qu'il voulait, Faust? Évidemment, il voulait en quelque sorte exorbiter aux limites de la rationalité scientifique, de la rationalité mathématique, de la rationalité, pour entrer dans de nouveaux aménagements où il aurait à sa disposition tous les pouvoirs grâce à cet arrangement qu'il voulait passer avec Méphistophélès, avec Satan. Donc il y a la part du surnaturel, mais la surnature, dans cet espace que nous considérons, et selon les témoignages et les prescriptions de ces artistes, d'Aimé Césaire, de Glissant et de tous les autres, ce n'est pas un anti-rationalisme, ce n'est pas un irrationalisme, c'est une logique, un ensemble de concepts dont nous allons dire que ce sont des concepts phénoménologiques, des concepts mettant en mouvement des pratiques et non pas reprenant un certain nombre de postulats ontologiques. Voilà les éléments que nous avons. Et donc, s'agissant de Nietzsche, c'est extrêmement important. Césaire a été un lecteur extrêmement attentif de Nietzsche, et Nietzsche aurait été capable de comprendre la musique des vaudouisants quand il disait je ne crois pas en un Dieu qui ne saurait pas danser. Les dieux africains dansent, et nous aussi nous dansons.